Aujourd'hui, à Musicographie, l'histoire d'étudiants en communication devenus les stars numéro 1 de l'humour au Québec. Il y a beaucoup de gens qui regardaient ou qui écoutaient ça et qui disaient « Vous devez prendre la drogue, vous autres. » Vous écoutez... L'humour acide de RBO frappe la radio commerciale. Faut arrêter ça, ça n'a pas de bon sens. Le gars, il a du calice. Ça va en France. On gagne le premier prix. Depuis leur premier succès, alors qu'ils frôlent la mort à 2 reprises. On a capoté. Par terre, tout le monde par terre! Au phénomène le plus important de l'humour au Québec. C'est la seule fois de ma vie que je pense que j'ai eu le goût de chier dans mes culottes. C'est surtout un méchant buzz quand c'est pas ça que tu voulais faire dans ta vie. L'envers du décor des sketchs. Comme Richard déteste jouer, Moi, j'étais toujours celui qui disait aux autres, ben vous allez trop loin. Moi, j'étais tout le temps du parti. On essaye une nouvelle affaire. Oui, il y a eu des tensions, c'est évident. Les victimes sont nombreuses. On a été rough avec certaines personnes. Mesdames, messieurs, Céline Dion, Céline Dion. Ça heurtait. RBO heurtait. Des positions politiques ou même sociales, il tapait fort. Rock et Belles Oreilles se séparent. C'était vraiment comme irréconciliable. C'est fini. That's it. Moi, ça m'a mis bien down. Voici l'histoire du groupe qui va redéfinir l'humour au Québec. Adios! 1900, Belle anime une nouvelle émission de radio à la fois humoristique et insolente. C'est la naissance de Rock et Belles Oreilles. Au début, Rock et Belles Oreilles, c'était pas un groupe. C'était une émission de radio. Moi, j'avais un stage de radio à faire. Guy est devenu mon ami le jour où, dans un cours, il était assis à côté de moi. Je le connaissais pas du tout. Il était assis à côté de moi. La prof est rentrée. Puis là, il a dit « Aïe, aïe, as-tu vu la coupe de cheveux? » Fait que là, tout le monde a parti à rire dans la classe. Puis depuis ce jour-là, Guy est mon ami. Il avait dit, moi, je travaille à CIBL, on pourrait leur présenter une émission d'été, puis tu pourrais être crédité pour tes stages, et moi aussi. Je l'invite dans ma petite cuisine Mocheton, dans Hochelaga Maisonneuve. Je restais juste à côté de CIBL. Je le revois encore. Il était assis sur son frigidaire. Moi, j'étais assis à sa table de cuisine. Il dit, j'avais eu une idée, on pourrait appeler ça le rock de A à Z, tu sais, avec Guy A. Lepage et Richard Z. Il dit, non, le rock de A à Z, c'est pas très bon. Là, j'ai dit 2-3 affaires, je dis rock, genre rock et Belles Oreilles. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, ben, Guy, voyons, non, c'est pourri comme nom. Ça marchera jamais. Rock et Belles Oreilles. On avait un excellent choix de musique, en passant. Pour les 2000 personnes qui nous écoutaient, ils s'en rappellent encore. Et sur papier, c'était de déconner puis de niaiser en direct. Et là, on a dit avec qui on fait ça. Guy connaissait Bruno, qui connaissait Yves. Richard Sirois est venu me voir dans le corridor. Il dit, s'attends-tu, on pourrait faire une émission à CIBL avec Guy puis Bruno. Puis Serge Lafortune, qui était un gars qui étudiait en communication avec nous, puis qui était plus technicien, tout ça. Alors bref, le groupe s'est formé en 2 jours. Je connaissais Guy, tout le monde connaissait Guy parce qu'il parlait tellement fort dans le module de communication que dès que tu l'avais vu une fois, tu t'en rappelais, mais je connaissais pas les autres. On n'était pas sur le même niveau, la même hauteur. Donc des fois, peut-être j'étais dans un corridor, André passait, puis on se voyait pas. André, moi, je l'ai connu par le biais d'un spectacle qu'il a donné avec les Yellow Frogs pour un party de communication. Yves, la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans le couloir d'inscription à l'UQAM et je l'ai regardé pendant, je te dirais, 20 minutes. Et je me demandais si c'était un gars ou une fille. Bruno, c'est un caractère direct, pas très diplomate. Guy, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit quel être déplaisant et fendant. Je m'affirmais beaucoup. Il était vraiment, à l'époque, très baveux. Il était fendant. C'est vraiment l'impression qu'on avait. Mais après l'avoir connu, quand on va sous la croûte, là, quand on rabote un petit peu les épines... On pouvait découvrir un gars généreux puis très fidèle à ses amis. C'est un homme très sensible, très insécure aussi, mais qui fonce, qui ne se laisse pas paralyser par son insécurité. L'avantage, c'était que les projets, ils se faisaient, t'sais. Puis les idées, ils aboutissaient parce que j'avais ce caractère. J'ai rencontré Guy dans les corridors parce qu'il chantait des chansons de super-héros, puis je me suis dit, il faudrait que je couvre cette voix-là quand même, parce qu'il chante trop fort, alors j'ai essayé de l'accoter, faire des harmonies. Fait qu'on chantait ensemble, on faisait des harmonies. Au départ, RBO, c'était un party du vendredi soir. Donc, il y avait aucune autre motivation que d'aller s'amuser et déconner. C'est ça que j'ai entendu sur cette émission-là, complètement folle. Il fallait que je l'entende toutes les semaines, mais je ne pouvais pas, de Montréal-Nord, c'était pas possible. Alors, qu'est-ce que je faisais? Bien, je me rendais en auto, je tournais, je cerclais, je l'écoutais. Tu cercles pas pendant 3 heures de temps, t'arrêtes. Fait que je m'arrêtais. On s'allumait des gros bains.
Il y a beaucoup de gens qui regardaient ou qui écoutaient ça et qui disaient « Vous devez prendre de la drogue, vous autres. Ça doit être le party, puis les bières, le champagne, les bouteilles de vin, le gros fun. » Ça a toujours été le contraire. C'est une discipline. Ça a commencé comme ça. C'était des gens qui étaient formés en communication. C'était leur terrain de jeu, mais c'était des gens qui avaient vraiment la ferme intention de devenir des professionnels. On se rencontrait chez Guy à 3 heures d'après-midi. On écrivait nos textes, on réécrivait, on se faisait une lecture, on cherchait les disques, les fonds sonores qui allaient aller avec. Une série d'émissions vachement fouillées sur le rock de A à Z. Il pouvait se passer n'importe quoi dans les prochaines minutes. Il pouvait appeler dans des lignes ouvertes, il pouvait décrire des matchs en simultané, en faisant n'importe quelle connerie. En même temps, il était intelligent, il y avait de la musique brillante, c'était un trip. Rock et belles oreilles, je pense que c'est pas mal bon, là, depuis le début, hein, Serge? Oh, je m'excuse, Richard. On riait beaucoup de nous autres, entre nous autres. Oui, nous avons du ciel! On s'amusait entre nous. Et ce qui a été bien bizarre, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui nous écoutaient. Je les ai entendus. Moi, j'avais beaucoup de temps à l'époque, ça fait que je m'étais dit, tiens, je vais prendre un cours de radio. C'est la première fille qui nous a envoyé une lettre parce qu'elle nous écoutait à CIBL, elle aimait ça. Comme on était très, très open, nous autres, on invitait, s'il y avait des gens qui nous écoutaient, on disait, venez faire un tour à l'émission, c'était un party. Elle est venue pendant 2 ou 3 semaines, puis elle était assise dans un coin, puis elle nous regardait travailler. Puis là, moi, je commençais cette année de faire des voix de filles, tu sais. J'ai dit, es-tu capable de faire ça? Rock et belles oreilles! Ça leur a plu, alors, comme ils se plaisaient à dire, ils m'ont utilisé oralement dans les premiers temps. La poupée Klaus Barbie fait la cuisine avec son four crématoire. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans le groupe, dans la formidable famille. La première année où j'ai connu la gang de Rock et belles oreilles, j'ai ri. Je me souviens avoir ri pendant 1 an, sans arrêt, quand je les rencontrais. Un jour, c'est ça, elle a commencé à sortir avec Richard. Totalement fin, Richard. Les autres avaient des blondes dans Rock et belles oreilles, moi, j'en avais pas. On se questionnait beaucoup sur comment on va travailler dans une situation de création avec un couple. J'ai rencontré Richard avant si on peut dire, avant de participer à la vie du groupe. Donc, j'étais une blonde d'un des gars, comme les autres gars avaient des blondes, tout simplement. Je pense qu'il y a eu des tensions à un moment donné. C'était assez dur, là. Il y en a qui disaient qu'elle n'avait pas sa place. Oh mon Dieu, la première fois qu'on a rencontré Chantal. Ah, Chantal. Chantal Franck. Chantal Franck. Chantal Franck. Oui. Nous, quand on a commencé à faire de la musique, les premières personnes avec qui on a travaillé, déjà, c'était des musiciens expérimentés, puis on voulait que ça sonne bien. On voulait que ça soit de la bonne musique. J'ai fait la première cassette d'RBO. Eux autres, ils étudiaient en son, comme une console comme ça. Puis moi, j'étais le cobaye. Dès le départ à CBL, on a fait des chansons. C'était prétexte à faire des chansons parce que Guy aimait ça chanter. Je chantais fort. Je chantais pas juste, mais avec enthousiasme. Et un enthousiasme communicatif. Après une première saison, la majorité des membres de RBO hésitent à poursuivre l'expérience. Guy Lepage prend alors l'initiative de les contacter un à un. Même si le stage de RBO finissait, je me disais, c'est le fun de faire ça. Puis à un moment donné, Guy nous a contactés, puis il nous a dit, on pourrait continuer à faire ça le vendredi, ça serait notre rendez-vous hebdomadaire. Puis il dit, en tout cas, ça tente à toutes les autres sauf toi. Ah, OK, d'abord, je vais venir. Bien, je dis, ben là, c'est quand même une bonne gang. Si tout le monde revient... Si tu penses que c'est une bonne idée, moi, j'embarque. Si les autres embarquent... Il a fait ça avec tout le monde, mais dans le fond, personne ne voulait. Et on a tous dit, ah, OK, si je suis le seul qui veut pas, c'est correct, moi, y aller. Je pense que j'ai fait ça. Mais je pense que je ne l'ai pas fait tout seul en me levant un matin et en me disant, tiens, on va faire ça. Là. Il devait y avoir une personne ou deux qui était intéressée. RBO, c'est une démocratie pure. Tout le monde est égal, tout le monde a droit de vote et tout le monde a droit de veto. Comme on avait tous la même idée, c'est-à-dire que quand on avait beaucoup de sous qui rentraient, on disait, bon, on s'en distribue tant et on en garde tant pour bâtir tel autre projet. Mais c'était en commun. On avait 20-25 ans, donc on était presque la génération de la fin comme des syndicats, des radios communautaires. On faisait des radiotons pour ramasser des sous pour la radio communautaire. On nous avait demandé, faites votre émission Rock et belles oreilles devant un public. Tranquillement, pas vite, le désir d'aller sur scène est né de ces expériences-là à CIBL. Jacques Primeau travaillait à l'époque à CIBL. C'est devenu notre gérant. J'avais vendu l'idée qu'un jeune groupe d'humoristes pourrait assurer la première partie de Offenbach. On dit, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de show de montée.
Nous autres, on n'avait jamais fait de show de notre vie. Mais jamais, là, on n'était jamais monté sur un stage. Là. On allait faire un spectacle devant 5000 personnes. Moi, j'ai refusé de faire ce show-là. J'ai refusé parce que j'étais sûr que ça allait être la merde. Alors là, ce spectacle-là, dont certains ont dit qu'il avait été le plus mauvais spectacle dans l'histoire du show business québécois. On a cassé un 45 minutes de nouveau matériel devant ce qui s'est avéré être 5000 personnes devant nous qui venaient voir Offenbach. Il n'y en avait rien à foutre de Rock et Belles Oreilles. Il y avait entre autres Bruno qui, ça prend vraiment un front de bœuf, s'en aller devant un public amateur de Jerry. Il y a 5000 personnes qui sont là au Vélodrome, qui attendent Offenbach, et lui qui s'en va faire une parodie de Jerry en chantant « Cette voix brûlée par l'alcool ». Il y a des gens qui nous ont dit vraiment, des gens qui sont devenus nos patrons par la suite, qui nous ont dit « On vous a vu là ». Et jamais on a vu quelque chose d'aussi mauvais. C'était vraiment effrayant. Il n'y avait rien. Tout était cacophonique. C'était pas drôle. C'était vraiment un show de salle paroissiale. C'était très mauvais. C'était mais vraiment là, très, très, très poche. Là. Tu peux pas te douter. Là. Pense au spectacle le plus poche que tu as vu dans ta vie. Là. Et c'était plus poche que ça. La seule affaire qu'il y avait de bonne, c'est la musique, parce qu'on avait embauché un groupe dont Patrick Bourgeois était le leader, le guitariste. La musique était bonne. mais tu sais, c'était leur premier show. Je sais que les gars étaient nerveux. On était tous nerveux, là. On a fait ce show-là. Après, on avait fait, je crois, la tournée des spectacles, la tournée mondiale des cégeps. On se splittait le cachet d'un spectacle dans un cégep, là, à 6. Non, tu vis pas de ça. C'était simple. S'il se passe rien là, c'est fini. Et à ce moment-là, Guy Lepage et Richard Serrois sont venus au bureau à C'est quoi, puis ils m'ont dit on aimerait ça faire une émission de radio. De l'extérieur, Rock et Belles Oreilles avait trop de talent pour pas que ça marche. Mais en même temps, il y avait une énorme résistance. La question de Bob DeBoard et de Bob Beauchamp, qui étaient à l'époque les directeurs de C'est quoi, est-ce que ça peut faire durer? La radio commerciale ne veut pas de RBO. Le groupe s'en va donc en France pour participer à un concours de radio communautaire. Ça, c'était en 84. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. On s'en va en France sur un projet de l'Office franco-québécois de la jeunesse. L'objectif, c'est d'aller à La Rochelle participer à l'Assemblée mondiale des radios communautaires. Et par un hasard incroyable, on gagne le premier prix. On faisait en même temps notre petit spectacle poche. Et le spectacle était vraiment de plus en plus poche. Puis à la radio, on était de mieux en mieux. Au cours de cette tournée, le groupe RBO fait face à la mort alors qu'il se retrouve sur les lieux d'un hold-up. On était en tournée en France, et puis il y a un gars qui rentre, puis il dit au fond, tout le monde à terre, par terre, tout le monde par terre! Là, personne ne l'écoute, on est en train de souper. Mais là, il est sérieux, puis là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il est armé. Et là, la panique, tout le monde est à terre, tout le monde a peur. Et il nous fait tous ramper par terre. Et toi, au fond. Puis je commence à être un peu agressif. Ça. Moi, ça m'a paru très long, genre une bonne demi-heure, où on était à terre, mais il nous faisait nous effoirer la face dans le mur en plus. Alors, n'essayez pas ça à la maison. Finalement, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment un gun. Le gars, finalement, avait juste une bouteille de grenadine, tu sais, qui peut donner l'impression que c'est un fusil. Alors, il y a quelqu'un qui l'a vu et qui a sauté dessus. Puis tout le monde y a sauté dessus, puis le gars, il s'est fait crisser à voler, là, genre. Probablement que tout le monde a donné au moins un coup à ce gars-là, parce que ça fait du bien, hein, ça défoule. Là. Ce que ça a fait pour le groupe, c'est que ça nous a beaucoup soudés. Vous écoutez... Après la pause, RBO fait scandale. Faut arrêter ça, ça n'a pas de bon sens. Le gars, il a dit calice à la radio.